Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes du groupe Label Média, composé de Sunu Label, chaîne purement sénégalaise, au cœur donc du Sénégal, Label Télévision, la chaîne panafricaine internationale, et Label Radio. Merci de nous retrouver donc à Tribune du Mardi, qui traite des questions les plus chaudes de l'actualité. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la réélection d'Emmanuel Macron en tant que président de la République française. Bonsoir et merci d'être avec nous à Tribune du Mardi. Comme annoncé, nous allons parler de la réélection d'Emmanuel Macron en tant que président de la République française. Cette réélection, on va le dire, a eu lieu dimanche 24 avril 2022. Et pour ce faire, comme nous l'avions annoncé à la fin de l'émission dernière, nous sommes en compagnie de Siressi, président du think tank Africa Worldwide Group. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette deuxième invitation pour parler de l'élection présidentielle 2022 en France. C'est un enjeu important. Encore une fois, l'occasion de rappeler que c'est important certainement pour l'Afrique. Absolument, c'est extrêmement important pour l'Afrique. D'ailleurs, bonjour d'abord. Bonjour à Abdou Karim Diarra et puis tous ceux qui nous suivent, nous regardent. Donc, la semaine passée, nous disions que c'est intéressant, il y a un enjeu par rapport à l'Afrique parce que du résultat de cette élection-là dépendra en grande partie de la continuité ou de la rupture entre les relations entre la France et les pays africains de la zone française. Mais il m'a semblé que nous en sommes dans une forme de continuité. Ok, avec la réélection d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Vous souhaitiez que ce soit Marine Le Pen qui gagne? Oui, absolument, absolument. Et à travers ces élections aussi, la France nous renseigne sur ce qu'elle est fondamentalement. C'est-à-dire que, disons, un pays conservateur, un pays qui ne risque pas le grand saut vers l'inconnu, à la différence d'un pays comme les États-Unis, qui a eu à tenter Barack Obama, il y a eu à tenter Trump, pour maintenant se redresser avec Joe Biden. Mais normalement, ça aurait dû continuer avec peut-être Marine Le Pen. Absolument. Cette donc, tendance. ça veut dire que ce goût du risque, comme on peut le constater chez les Américains, nous ne le constaterons pas chez les Français qui révèlent la nature profonde des Français qui sont des conservateurs. Mais ma foi, quel qu'en soit quelle a été l'issue de cette élection, je reste convaincu qu'en 2017, un des extrêmes arrivera au pouvoir en France parce que nous sommes effectivement dans le temps des extrêmes. Ça peut être une extrême droite, ça peut être une extrême gauche, mais l'extrême va arriver au pouvoir en France. Ok, on va en reparler. Notre deuxième invité, c'est notre confrère Abdou Karim Diarraté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur de publication du magazine Le Panafricain et vous êtes membre, il faut le souligner, de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous, contrairement à Siressi, vous souhaitiez que Emmanuel Macron soit réélu et c'est le cas. Vous êtes satisfait? Oui, merci Georges. Je salue déjà M. Siressi. Je salue également l'ensemble des téléspectateurs Internet qui nous suivent sur Label TV. Effectivement, la dernière fois, on avait pronostiqué cette victoire du président sortant Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il est finalement sorti victorieux du second tour, avec quand même un avantage assez intéressant, 58%. Mais c'est également une victoire pratiquement au forceps, une sorte de victoire à la Pyrrhus, dans la mesure où le candidat Emmanuel Macron avait obtenu 66%, on se le rappelle en 2017. Cette fois-ci, il s'en sort avec 58% dans un contexte effectivement marqué par une certaine division de la France. On a pu se rendre compte au sortir de cette élection que la France est plus que jamais fracturée. La France conservatrice, comme le dit Siressi? Quelque part, on peut effectivement reconnaître qu'il y a une avancée de l'extrême droite, je veux dire du conservatisme effectivement français,
Et avec le score obtenu par Marine Le Pen, pratiquement 42%, 41,5%, un score qui est historique du point de vue de la présence de la droite à ces élections, on peut effectivement penser que de plus en plus on va vers ces extrêmes dont il est parlé tout à l'heure. Maintenant, est-ce qu'on peut se réjouir en tant qu'Africain d'une victoire d'Emmanuel Macron qui, on l'avait dit la dernière fois, avait déçu quand même tout l'espoir qui était placé en lui? Il est évident que personnellement, j'avais pronostiqué sa victoire parce que il m'était apparu que beaucoup de Français n'étaient pas rassurés par le discours de Marine Le Pen. Et je pense que les faits l'ont montré. Effectivement, il y a eu peut-être le débat, on va certainement y revenir, et il y a également des comportements au cours de la campagne qui nous ont effectivement plus ou moins confirmé dans notre affirmation. Alors, on va poser un problème lié au genre, mais qu'on va évacuer rapidement. Est-ce que la France était prête à voter pour une femme, à mettre à la tête de ce pays une femme? Et je pense qu'en fait, cela ne pouvait pas être un problème pour les Français. Vous savez, parmi les candidats, il y avait quelqu'un comme Valérie Pécresse, Anne Hidalgo également, la socialiste maire de Paris, qui avait également le profil de l'emploi. Mais c'est surtout au niveau des programmes, des projets de société que les Français se sont déterminés. C'est vrai que donc c'est pas un problème de je ne crois pas. Ok. Sirési, la même question. Absolument. Non, je pense que je vais aborder dans le même sens que Abdou Karim. Je ne pense pas que la France ait un problème de genre en ce moment-là. Peut-être la France aurait un problème de couleur. Moi, je l'ai dit comme ça. Peut-être que l'expérience des États-Unis de voir un noir, parce qu'aux États-Unis, quand vous n'êtes pas un WASP, ça veut dire que vous êtes un noir. Quel qu'en soit le degré de mélange, parce qu'il n'y a pas de métis. Je pense que le saut que les Américains ont fait, la société française n'est pas encore mûre pour élire comme président disons, citoyens issus de l'immigration, de première ou seconde génération, mais je pense que pour les questions de genre, la France a dépassé véritablement, et de plus en plus, depuis... Mais une chose est certaine, il n'y a pas encore eu de... Il n'y a pas encore eu de femme présidente de la République. Oui, et je pense que cette élection-là, c'était plus par rapport à l'offre programmatique de Marine Le Pen. On a eu quand même, par rapport à sa dimension. On a eu quand même il y a quelques années Ségolène Royal qui avait une certaine texture, une certaine densité. Mais le seul inconvénient avec Ségolène Royal, c'est qu'à l'époque, le certain Nicolas Sarkozy était au sommet de son art aussi. Donc c'était assez compliqué de le battre à pareil moment. Peut-être Ségolène Royal au second tour avec Macron, peut-être que les résultats pourraient être autre chose. Et que ce qui a perdu un peu Marine Le Pen, quelque part, c'est moins le fait qu'elle est une femme, que véritablement la France ne veut pas basculer vers l'inconnu. La France ne voudrait pas faire tout simplement de l'innovation électorale ou politique, disons-le comme ça. Ok, alors on va replanter le décor de cette victoire d'Emmanuel Macron dimanche 24 avril 2022. C'était donc une réélection pour Emmanuel Macron, et notre consoeur Sidela Niman fait un commentaire à la suite duquel nous allons véritablement engager le débat. C'est une victoire historique. Emmanuel Macron est réélu président de la République française avec 58,8% des voix contre 2% pour Marine Le Pen. Le candidat est le premier président de la Ve République à être réélu après un premier mandat hors cohabitation. Aucun autre chef de l'État n'avait réussi avant lui à faire mentir la maxime selon laquelle les Français sortent le sortant. Une victoire obtenue à nouveau face à l'extrême droite, mais pour Emmanuel Macron qui avait fixé pour objectif au soir de sa victoire de 2017 de faire reculer l'extrême droite, c'est une victoire au goût amer. Elle n'a jamais été aussi forte dans le pays qui paraît plus que jamais divisé entre deux France. Le chef de l'État devra réussir à réconcilier les Français en trouvant la voie d'une société plus apaisée, bien que sa personne et ceux qui l'incarnent aient contribué au climat de tension. Emmanuel Macron avait réussi à faire turbuler le système en 2017 en dépassant l'opposition entre PS et LR, parfois factice sur les sujets économiques et européens, au nom d'un en même temps disruptif.
Cette nouvelle victoire, le candidat d'En Marche l'obtient sur les cendres des deux partis de gouvernement relégués au rang de figurants, poussant à son terme la recomposition de la vie politique. Mais à quel prix? L'opposition dite classique est balayée, ouvrant déjà la voie à l'incertitude pour l'élection de 2027, à moins que le clivage gauche-droite fasse à cette occasion son grand retour. Le clivage n'a pas totalement disparu. Au fond, depuis 5 ans, Macron aurait pratiqué durant son quinquennat une politique souvent qualifiée de droite, mais le chef de l'État a montré en même temps une autre facette plus sociale et en dédoublant les classes en zone d'éducation prioritaire ou par des réformes sociétales. Le premier quinquennat Macron aura aussi été un quinquennat de crise des gilets jaunes où une colère profonde et diffuse s'exprime dans la rue et sur les ronds-points, crise du Covid-19, crise internationale enfin avec la guerre en Ukraine et le retour du tragique sur le continent européen. Au soir du premier tour, Emmanuel Macron arrive malgré tout largement en tête avec 27,85% des voix, suivi par Marine Le Pen à 23,15%. À la différence de 2017, elle dispose d'une réserve de voix avec les 7,7% d'Éric Zemmour qui, avec sa compagne d'extrême droite radicale, a accéléré la dédiabolisation de la candidature du RN qui a misé sur le pouvoir d'achat. Alors que le Front républicain n'a plus la même efficacité, les clés du second tour sont entre les mains de Jean-Luc Mélenchon qui loupe de peu la qualification avec 21,95% des voix et surtout de ses électeurs. Les chantiers qui s'annoncent à Emmanuel Macron sont aujourd'hui immenses, avec un point d'interrogation sur la majorité sur laquelle il pourra s'appuyer. Jean-Luc Mélenchon veut faire des législatives un troisième tour, à condition que la gauche unie, ce qui n'est pas une mince affaire. Il espère qu'il sortira des urnes une cohabitation qui l'enverra à Matignon. Ce serait une première après l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a 5 ans pour écrire le récit du quinquennat qui s'ouvre et savoir quelle hauteur il laissera sa trace dans l'histoire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, cher confrère Karim, que cette victoire est la victoire, j'allais dire, remportée par Emmanuel Macron grâce à son programme? Est-ce que c'est pas une victoire par défaut? Oui, mais ce serait plutôt une victoire par défaut. Parce qu'en réalité, et on a pu s'en rendre compte avec le taux d'abstention, pratiquement 28%, un taux historique. Depuis 1969, on n'avait pas un taux quand même aussi élevé. Aussi élevé. Et on peut effectivement dire que Emmanuel Macron n'a pas rempli à cause d'un bon bilan. Pas du tout. Parce qu'en réalité, il y était suggéré aux électeurs français de voter contre Marine Le Pen. Et cela pour plusieurs raisons. Parce que beaucoup d'électeurs de Mélenchon, même par la suite, ont dit que s'ils savaient que Emmanuel Macron remporterait l'élection avec un score aussi important, il se serait sans doute prononcé autrement. Donc cela pour vous dire que c'est un président plus ou moins réélu par défaut. Bon, tant bien que mal, on peut effectivement accepter qu'il a présenté un projet de société qui était quand même plus alléchant, compte tenu un peu de ce qu'il a pu faire dans un premier temps. D'ailleurs, dans ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, il y a eu effectivement la crise des gilets jaunes qui a quelque peu un mandat sous crise, créé un certain malaise social au niveau de la France, mais il y a surtout cette crise de Covid-19 qui n'a pas véritablement aidé le gouvernement français à mettre en œuvre son programme. Bon, maintenant, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, il a été réélu, certes, mais avec une marge de manœuvre très très réduite, parce que d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a dit, on va vers un troisième tour avec les élections législatives de juin 2022 qui vont être quand même déterminantes un peu par rapport au gouvernement qui va être mis en place. On parle d'une probable cohabitation au cas où Mélenchon pourrait rallier toute la gauche avec lui. Donc pour dire qu'en fait, Macron a gagné, mais il est quand même sur une pente raide. Ok. Siressi, qu'est-ce qui n'a pas marché pour Marine Le Pen? C'est ce front républicain, disons-le comme ça. Hein. Elle avait en face le front républicain. Très bien, tout sauf Marine Le Pen, tout sauf l'extrême droite. Mais il y avait aussi le tout sauf Macron qui était là. Absolument. Mais bon, vous savez, à un certain moment, le mal est beaucoup plus profond et le mal est depuis François Mitterrand en réalité. Hein. L'entreprise de diabolisation a tellement duré dans le temps, a tellement sapé les consciences que dans l'intervalle d'une élection, disons-nous, de second tour,
c'était extrêmement compliqué pour la gauche ou la droite ou l'extrême droite de pouvoir revenir. À mon avis, tout le jeu s'est fait avec Mélenchon en réalité. Parce que je pense que du point de vue idéologique, du point de vue même politique, Mélenchon n'est pas allé au bout de sa doctrine, disons politique. Parce qu'à mon avis, même s'il peut y avoir des désaccords en profondeur, mais du point de vue idéologique et politique, il m'a semblé qu'en écoutant déclamer sa campagne, en écoutant déclamer la campagne de Marine Le Pen, tout comme Emmanuel Macron, ses idéaux étaient beaucoup plus proches quand même de l'extrême gauche que d'Emmanuel Macron. Même s'il faut dire que Mélenchon, quelque part, est une sorte de synthèse entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il a pris un peu d'Emmanuel Macron son internationalisme, disons-le comme ça, surtout du point de vue économique, mais avec la présence et le retour de l'État comme acteur fort dans le jeu économique. Mais tout ce qui est volet social, son discours était beaucoup plus populaire, disons-le comme ça, pour ne pas dire populiste. Et en ce moment-là, ça regagne un peu Marine Le Pen. À mon avis, Marine Le Pen a été victime de deux choses. Que Mélenchon n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique, première chose. Et deuxième chose, le front, disons, de tout sauf l'extrême droite. Le front républicain. Le front républicain, disons-le comme ça, qui a fait que la France, qui est profondément conservatrice dans ses gènes et dans ses profondeurs, n'a pas voulu faire de l'innovation, je le disais tout à l'heure, politique et électorale, prendre le pari de l'audace. Sur les ruptures profondes. Mais est-ce que Marine Le Pen et l'extrême droite n'ont pas prêté le flanc? Vous avez parlé tout à l'heure de diabolisation. Absolument. Mais quand un programme de gouvernement est concentré sur, par exemple, je prends un exemple, mais un exemple important sur le voile, le port du voile, ça fait peur et ça fait fuir. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que et c'est ça l'enjeu de 2027 pour l'extrême droite. Vous savez, quand Jean-Marie Le Pen a créé le Front National, il y avait un ordre du discours qui était très identitaire. On se voit qu'avec le Rassemblement National, l'ordre du discours a évolué un peu pour aller vers le centre. Est-ce que maintenant, Marine Le Pen... Éric Zemmour qui est venu... Voilà. Est-ce que maintenant Marine Le Pen aura cette cette compréhension de faire évoluer son discours un peu beaucoup plus au centre, en laissant de côté les questions qui fâchent et qui divisent, pour recentrer son offre programmatique doctrinale sur des questions d'enjeux, au lieu de le mettre sur des questions de personnes. À mon avis, l'avenir ou le devenir même de l'extrême droite en France résidera en sa capacité de prendre les questions économiques, sociales, environnementales au cœur des débats que sur les questions civilisationnelles, identitaires ou même de culture. Et maintenant, ça, est-ce que c'est Marine Le Pen qui va le porter ou bien un autre qui va le porter? Parce qu'à un certain moment de la politique, le message est aussi plus important que le message en soi. Alors, il y a une chose quand même assez particulière, c'est que Marine Le Pen a remporté les élections dans les dom-tom, dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. Vraiment, elle a pratiquement gagné. Alors, comment ça s'explique ça? Bon, mais on peut comprendre cela, parce que vous savez, avec la crise de Covid-19, les territoires donc d'outre-mer ont subi de plein fouet les affres, donc toutes les difficultés au niveau social. Cela peut se comprendre. La Réunion, Mayotte, donc tous ces départements d'outre-mer ont effectivement plébiscité Marine Le Pen. Mais il faut dire que si on regarde le vote des Français de l'étranger, sur 400 000, presque un quart. D'outre-mer, hein? Non, ah oui, d'accord, des Français de l'étranger. Je parle des Français de l'étranger, en général. Je ne parle pas des Français d'outre-mer. Mais donc, du vote des Français de l'étranger, on se rend compte que les 484 000 Français, presque 500 000 qui ont voté donc hors de l'Hexagone, ont plébiscité Macron. Pour une raison toute simple, parce qu'en réalité, le report demandé par, en tout cas, Mélenchon, véritablement est allé vers Macron.
Mais pour les dom-toms, on l'a dit, effectivement, ils ont beaucoup subi des difficultés par rapport un peu à la gestion du Covid passé. Et puis cela, ils l'ont fait, ils ont montré au président sortant qu'il n'était vraiment pas content de sa politique pour plusieurs raisons. Maintenant, pour revenir un peu sur ce que Cyril disait par rapport un peu à l'ancrage de Marine Le Pen dans ce conservatisme, en tout cas pour l'extrême droite, ce qui a un peu fâché, c'est qu'en réalité, Marine Le Pen, et le débat l'a montré l'autre jour, n'a pas été tellement déserte, tellement, disons, explicite sur les relations de la France avec le reste du monde. Je parlais de l'Union européenne. Et là, ça a été vraiment quelque chose de clivant. On a senti une Marine Le Pen qui était prête à sortir la France. Ah non, elle a dit qu'elle reste dans l'Union européenne, mais avec de profonds changements. Elle l'a dit, mais en réalité, imaginez la France déjà poser ce débat au niveau de l'Union européenne, alors que la France se représente avec l'Allemagne les mastodontes de cette union quand même qui marche. D'ailleurs, il faut voir tous les messages de félicitations après la victoire de Macron pour comprendre le ouf de soulagement. Donc, tous ces présidents... Alors, vous avez parlé du débat, du face-à-face qui a opposé... c'est un facteur démocratique, le face-à-face qui a opposé Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Comment avez-vous trouvé Marine Le Pen et puis aussi comment avez-vous trouvé Emmanuel Macron? Marine Le Pen timorée, Emmanuel Macron beaucoup plus agressif? Écoutez, bon, j'ai trouvé quand même une Marine Le Pen beaucoup plus dans ses dossiers, une femme qui a quand même mûri en expérience. Qui a tiré les leçons Elle a parfaitement tiré les leçons de 2017. Mais dès le début, quand même, elle a été très vite amenée au corps de par le président Macron, le président sortant qui a été vraiment, en tout cas, très, très, disons, agressif, hein, il faut le dire, entre guillemets. Vous savez, sur le problème de l'emprunt du prêt russe, là, Marine Le Pen a été vraiment d'aller jusqu'à mal à l'aise. Alors que si Marine Le Pen avait, dès le début, parler de l'affaire Kaiser, qui est en tout cas un talon d'Achille pour le président sortant, elle aurait pu marquer un coup. Mais elle a mis du temps pour se remettre. Alors qu'elle savait qu'il allait parler de ça. Mais forcément. Mais si elle en avait parlé, ce serait assez dépend, parce que le président sortant l'avait un peu précédé sur ce terrain. Et il y a eu cela, mais il y a eu également d'autres aspects sur lesquels elle avait un peu péché. C'est vrai que quelque part sur le débat sur le pouvoir d'achat, elle s'en est très bien sortie, mais elle n'avait pas pu expliquer de manière concrète comment elle entendait amener le progrès, en tout cas qu'elle promettait aux Français. Et sur ces aspects-là, le président Emmanuel Macron l'a un peu, disons, poussé à l'extrémité en quand même sortant des faits indéniables sur lesquels elle ne pouvait pas se prononcer. Et ça, c'est véritablement un Macron très agressif qui l'a quelque part malmené, entre guillemets, et cela lui a fait perdre un peu de son sang-froid. Mais sinon, dans l'ensemble, elle s'en est plus ou moins bien sortie. On l'avait dit d'ailleurs, ce genre de débat ne peut pas être déterminant par rapport au vote des électeurs, mais il a quand même pu donner... Il n'a pas un effet sur... je ne pense pas que le débat la maîtrise des dossiers changer tellement grand-chose au choix des électeurs, mais quand même, il a pu quand même montrer quelque part la maîtrise ou non de certains dossiers, en tout cas par rapport aux déclamations des candidats. Ok. Cyril, votre réaction quand vous avez suivi ce débat qui a duré 2h50. Absolument, absolument. Mais je voudrais juste, avant de venir au débat, faire une petite bifurcation, comme on dit. C'est par rapport, et c'est juste pour compléter Abdul Karim. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que l'extrême droite s'est retrouvée presque avec des scores à la soviète, hein, dans les dom-toms, en plus de la conjoncture économique aussi. Il faut dire que ces pays-là, ces zones-là, de plus en plus subissent ce qu'on appelle l'immigration, disons-le comme ça. Par exemple, quand c'est les Martinique, Guadeloupe, etc., de plus en plus, des gens venus d'Haïti et de l'arrière-cour d'Haïti ont fini d'installer pratiquement énormément de bidonvilles dans ces villes-là. Ce qui fait que eux, à leur niveau, c'est aussi valable pour Moroni et Mayotte aussi, qui fait que de plus en plus, il y a des vagues de migrants qui font que pratiquement ces populations des dom-toms ont pratiquement voté pour
l'extrême droite, parce que manifestement, il semblerait que le pouvoir de Paris n'a pas donné de solution par rapport à cette vague pour lutter contre l'immigration. En plus des considérations d'ordre économique, ça c'est la conjoncture économique par la Covid. Par rapport au débat, on était un peu retourné dans l'espace de 2 heures de temps à la tragédie grecque aussi, hein, quelque part, hein, oui, tout à fait, à la tragédie grecque entre les philosophes et ce qu'on appelle les sophos dans la toute tradition des Grecs. Ça veut dire que Emmanuel Macron, il maîtrise l'art de la rhétorique aussi, il faut le dire. Il était bien préparé, en tout bien. cas. Non seulement il est bien préparé, mais même s'il n'est pas bien préparé, si vous le touchez, il a un don. C'était un peu comme Abdoulaye Wade aussi, hein. Abdoulaye Wade du Sénégal, vous le réveillez à 4 heures du matin, vous lui posez un sujet, il peut y disserter jusqu'à minuit, quoi. Donc ça, c'est des qualités que je donne. Macron, il a un peu ces qualités-là. Donc c'est un sophos dans la pure philosophie grecque face à une philosophe, disons-le, parce que dans la tradition grecque, le philosophe il est à la recherche de la vérité, alors que le sophos, il est là pour convaincre, même sans avoir raison, mais il a l'art de convaincre, qui fait que le débat, à un certain moment, au-delà des aspects programmatiques de fond, c'était plus un débat de personne, hein, entre quelqu'un qui avait le verbe facile, qui savait parler, qui savait maîtriser son sujet, dominer son sujet, par rapport à une dame qui manifestement qui avait la fougue. Elle a fait un effort, mais elle n'y est pas arrivée encore. Il n'était pas dans son style, disons-le. Elle peut avoir la fougue, elle peut avoir des idées, mais peut-être qu'elle a des difficultés pour être aussi à l'aise dans un débat, dans un temps relativement. Ça vient de quoi, ça, ces difficultés? Il y a ce qu'on appellerait de l'inné d'abord, mais ensuite de l'entraînement. Et ce n'est pas pour rien que Macron a fait d'abord philosophie avant de venir à la finance, hein. Il a un BA en philosophie. Il sait que alors que l'autre est juriste. Hein? Donc, avocat, très bien. Donc lui, il est plus dans la défense. D'ailleurs, même les avocats, ils assurent la défense. Rarement ils contre-attaquent, rarement ils attaquent. Ils sont souvent dans la défense, comme on les appelle, par rapport à un philosophe. Donc Macron a su inverser les polarités pour jouer lui le rôle du sophos et a confié à Marine Le Pen. Mais bon, globalement aussi, on pourra retenir que l'écrasante majorité des Français ne veulent pas de ce débat du second tour, parce que tout à fait, c'est que par expérience, on sent que ce débat glisse vers un débat de personnes. Macron aurait évité déjà le débat au premier tour. Justement. Et ensuite, et c'est là que je dis que Emmanuel Macron a été un très bon joueur. Pendant le premier tour, il a fui le débat en soi, parce que peut-être il serait moins à l'aise. C'est au second tour qu'il s'est rendu disponible. Et d'ailleurs, au premier tour, il a prétexté gérer l'affaire de la République, disons-le comme ça, avec la crise, pour ne pas battre campagne. C'est au second tour qu'il a laissé le temps de la République. Ça aurait donné quoi? Un débat Macron-Mélenchon? Non, ça ce serait un débat très piquant, hein? On pourrait même appeler les débats de l'Odyssée, hein, quelque part, parce que Mélenchon, tout comme Macron, ils ont l'art de la parole, ils ont aussi ce qu'on appelle des convictions fortes. En plus, et à la faveur de Mélenchon, il a plus de suite dans les idées que Emmanuel Macron, qui reste véritablement dans ses sujets favoris, disons-le comme ça, la politique internationale, l'économie un tout petit peu, alors que Mélenchon, c'est un communiste comme les hommes à la vieille époque. Oui, alors Karim, Mélenchon, Macron, ça aurait donné du piment. Mais absolument. Il y avait beaucoup qui attendaient, pas seulement concernant ce débat sur face à face, mais qui attendaient Mélenchon à se qualifier pour la finale. Ça aurait été un débat épique. Mais bon, c'est dommage. Mais en fait, Mélenchon a donné rendez-vous en juin. Il est évident que lui, il a déjà l'atout de pouvoir être quelqu'un qui peut capitaliser
Donc tous les frustrés de la gauche et certainement de la droite. Par conséquent, il serait à l'aise effectivement pour éventuellement demain être le Premier ministre d'un gouvernement de cohabitation. Bon, mais un débat Macron-Mélenchon aurait certainement effectivement montré une autre facette donc de ces deux lutteurs qui sont véritablement en tout cas très affûtés, très à même de donner à leur programme une certaine inclinaison. Mais il faut quand même reconnaître que Macron a quelque part un peu mûri sur les armées. C'est quelqu'un qui a pu montrer un mandat. Il est arrivé à 39 ans, il a véritablement quelque part un air même de vétéran. On se rend compte qu'il est en train, malgré son jeune âge, de pouvoir dire à la France, écoutez, moi je suis un peu au carrefour de ce que la France pouvait promettre hier et les générations à venir, en fait, je suis un peu à la confiance. Quelque part, il symbolise un peu ce que certains Français conservateurs regrettent jusqu'à présent, cette ère de Mitterrand, un peu de Chirac également, et en même temps, il rassure quelque part, même s'il a déçu pour le premier mandat, il a mis en place quand même des théories qui pourraient, si elles sont suivies à bon escient, donner quelque chose. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, il a fourni des réponses qui, même si elles sont insatisfaisantes, certainement, peuvent amener certains à se dire que bon, on peut encore lui accorder un certain crédit. Alors que ce qui a péché, surtout pour Marine Le Pen, c'est qu'elle a voulu dire aux Français, écoutez, avec moi, pratiquement il y aura une TVA au plus bas niveau, alors qu'en réalité, elle n'a pas montré jusqu'à présent comment elle allait s'y mettre. Et ce qui a également prévalu pour Macron, dans le cadre un peu de ce qu'il a pu montrer comme réforme au niveau de la retraite, au niveau également de certains aspects sociaux, c'est quand même un effort important qu'il a pu montrer un peu par rapport à la dynamique qu'il avait impulsée. Il a accepté, en reconnaissant de bonne foi qu'il s'était trompé sur certains aspects, mais que les gens ne devaient pas tout de suite donner beaucoup de crédit à ce que Mélenchon disait également, parce que Mélenchon avait touché à beaucoup d'aspects sociaux qui, ma foi, trouveraient certainement beaucoup de difficultés à être mises en œuvre dans la vie concrètement. Donc il y a tous ces aspects qu'il faudrait ne pas perdre de vue. Ok, si vous êtes enseignant de géopolitique, vous allez nous expliquer le rôle d'arbitre qu'a joué Jean-Luc Mélenchon. Avec ses partisans, tantôt ça a été l'abstention, tantôt ça a été tout sauf Macron, et tantôt ça a été le Front républicain. Alors, tout ça en même temps. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, à y regarder de plus près, en réalité, Mélenchon, dès qu'il a perdu, disons-nous, le premier tour, s'est aligné au troisième tour, en enjambant le second tour, en réalité. Parce que lui, au lieu de décider pour devenir un arbitre du second tour, il a préféré devenir un joueur pour le troisième tour, c'est-à-dire que les législatives. C'est-à-dire qu'il était dans toute la tactique de Mélenchon de se dire qu'il y avait encore un coup à jouer. J'ai perdu certes la présidentielle, mais je peux me rattraper sur le poste de Premier ministre, je peux les imposer la cohabitation. Donc ce qui fait qu'il n'a pas voulu disperser ses forces en prenant temps ni pour l'un ni pour l'autre, mais en remobilisant ce qui était possible. Il a peut-être provoqué le fort taux d'abstention dont parlait Karim. Etc. Pour pouvoir les récupérer maintenant à la lors des élections législatives, parce que dès que les résultats ont été donnés, le premier, qui n'était même pas candidat d'ailleurs au second tour, à sortir et à donner rendez-vous par rapport aux élections législatives, c'était Mélenchon. Donc ça veut dire qu'il n'a pas accepté de devenir le véritable arbitre de ce premier tour, de ce second tour, parce que lui, il n'avait pas peut-être fini du jeu. Ouais, voilà, surtout qu'il avait annoncé une sorte de cohabitation, quel que soit celui qui gagne. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ce qui fait que on était dans un match de football,
Et Mélenchon l'a transformé en un match de basket en réalité. Parce que dans un match de football, quand vous sortez, vous ne pouvez plus rentrer. Mais dans un match de basket, vous pouvez sortir et rentrer, sortir et rentrer. Ouais. Et donc ça relève aussi quelque part du génie politique pour rester dans l'ambivalence, dans l'ambiguïté, qui était un art qui consommé chez Abdoulaye Wade aussi, quelque part. Et je pense, à l'heure actuelle, il peut être aussi un des vainqueurs de cette élection-là, au cas où, et ça c'est ma conviction forte, on va aller vers des cohabitations. En France, on va aller peut-être vers la seconde cohabitation. Alors, parce que là, les électeurs n'ont pas voté pour Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen en réalité. Okay. Et que tout sera fait pour donner des contre-pouvoirs. Parce que quand ils ont donné tous les pouvoirs à Macron, ils ont vu le résultat. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les Français vont redonner encore tous les pouvoirs à Macron. Il va falloir peut-être contrebalancer. Et là, je pense que toutes les conditions sont favorables aujourd'hui pour aller vers une cohabitation. Maintenant, est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est Mélenchon? On verra. La question est posée. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par Karim? Qu'est-ce qu'il faut entendre par cohabitation? C'est des situations qu'on ne retrouve pas en Afrique. Le président, le vice-président, le premier ministre sont tous du même bord. La cohabitation, on l'a déjà expérimenté en France, à l'époque, avec Chirac, Mitterrand, Chirac, Premier ministre. Et puis ensuite, Chirac, par la suite, Chirac et Lionel Jospin. Par la suite. Bon, c'est vrai que c'est quand même un phénomène politique rare, pour ne pas dire pratiquement inexistant en Afrique, sous nos cieux. Mais il faut dire que la configuration politique en France, effectivement, nous pousse vers effectivement une éventuelle cohabitation. Au cas où, effectivement, Jean-Luc Mélenchon pourrait avoir avec lui donc toutes les... Donc, mais attention, Siressi a dit que ça pourrait être Marine Le Pen aussi. Je ne le pense pas. Vous savez, juste après, au sortir de l'élection, Éric Zemmour de la Reconquête avait parlé d'une probable coalition de l'extrême droite pour aller ensemble vers les législatives. Je ne pense pas que cela pourrait avoir un poids nécessaire pour contrebalancer la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon est véritablement, en tout cas, il a, de mon point de vue, tous les atouts pour capitaliser, en tout cas, autour de son programme, en tout cas, beaucoup de déçus du macronisme, comme ils le disent, et également ceux qui ne sont pas tellement rassurés par le discours de l'extrême droite. Moi, je vois plutôt Mélenchon se rattraper pour les élections de juin. Parce qu'il y est déjà, lui, il a commencé déjà à faire campagne pour juin 2022. Et mon pronostic est qu'il y aura véritablement beaucoup de monde derrière lui. Maintenant, est-ce que cette cohabitation sera bénéfique à la France? Mais certainement. Parce que de toute façon, les gens ont voulu, par en tout cas ce vote, montrer à Emmanuel Macron qu'ils se sont effectivement opposés à une élection de Marine Le Pen, mais ce n'était pas pour quand même lui donner, disons, les cordons de la bourse. On le surveille et il est évident qu'avec une cohabitation avec Mélenchon, les choses iraient beaucoup mieux qu'avec Marine Le Pen, qui s'est montrée très très européenne, pessimiste, comme l'avait d'ailleurs déploré Emmanuel Macron. Maintenant, attendons de voir comment les électeurs français vont se déterminer, mais je pense qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon a quand même le meilleur profil pour devenir demain, en cas de cohabitation, le Premier ministre de la France. Alors, Siressi, quel plaisir la France, j'allais dire, tire à prévoir cette cohabitation qui est un véritable blocage. On a un président de la République, on est dans un régime, j'allais dire, présidentialiste, et puis on a un Premier ministre qui est d'un autre bord, on s'en va vers... peut-être au-delà de la cohabitation, vers une confrontation. Absolument. Mais je pense que s'il y aura cohabitation, ce sera extrêmement différent des deux types de cohabitation qu'on a connus dans le passé. Aussi bien avec François Mitterrand, Chirac, Abdou Karim l'a rappelé tout à l'heure, qu'avec Chirac et Lionel Jospin. Parce que vous savez, à l'époque, la cohabitation était faite sur la base des appareils politiques. Et c'est ça la nouveauté. Avec Emmanuel Macron, on n'est plus dans les appareils politiques. On est dans la personnalité politique, on est dans la personne politique.
Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, même avec Mélenchon qui vient, qui est dans l'appareil politique, peut réellement faire des intelligences avec Emmanuel Macron, qui n'est plus dans l'appareil politique en tant que tel, mais qui est dans la personne ou la personnalité politique. Et là, il y aura moins de chocs. Alors que dans les anciennes cohabitations, c'était deux grosses mastodontes d'appareils politiques dont tout opposait presque à la limite et qui devaient aller ensemble. Mais ça va être le choc de personnalité politique. Très bien. Et c'est là où ça veut dire que ce ne sera plus le choc des programmes politiques quelque part. Au-delà même, ça veut dire qu'il y aura même des chocs de programmes politiques, mais il y aura des chocs de personnalité et de leadership. Et c'est là où peut-être il faudrait craindre, parce que je vois mal un Mélenchon exécuter des programmes dont il ne croit pas, et je vois mal aussi, parce qu'après tout, les Français ont élu un président, que c'est lui qui détermine la politique de la nation, c'est Emmanuel Macron, et les deux personnalités, à mon avis, sont ne sont pas très complémentaires. On va continuer de faire des pronostics. Karim, lui, il a dit qu'il voit Mélenchon plutôt que Marine Le Pen. Oui, mais au-delà de Mélenchon, moi je vois les retrouvailles de la grande famille de la gauche. Ça aussi, c'est une condition. Voilà. Il faut que, à quelles conditions? Pour que Mélenchon gagne, il faut que vraiment la gauche se retrouve quand même, parce qu'ils sont partis dans des élections. Ce qui n'est pas encore évident. Voilà, ce qui n'était pas encore évident. Pour que aussi Marine Le Pen arrive, il faut que la droite aussi se mobilise, ce qui n'est pas encore évident avec Éric Zemmour. Moi, je pense que les Français, comme au second tour, risquent de boycotter. Tout simplement, il y aura peut-être un fort taux d'abstention beaucoup plus élevé, les 28%, beaucoup plus élevé à la législative, parce que qui comprend un peu comment les mécanismes de pensée des Français, ils se disent que c'est tellement la grosse élection, la grande élection, l'élection la plus importante, on y a été, ça a donné ça, et que les législatives, c'est affaire de politiciens, on les laisse avec eux, quoi. Donc, retenons bien, le plus important risque d'être le taux d'abstention, parce que beaucoup ne vont pas, parce qu'ils vont considérer que c'est maintenant des affaires de politique politicienne. Est-ce que vous souhaitez quand même toujours que ce soit Marine Le Pen? Ah oui, absolument. Non, je reste, en tout cas, il y a deux idées sur lesquelles, si je ne craignais pas Dieu, j'allais dire que c'est inévitable, parce que nous sommes en carême aussi, quelque part. En 2017, c'est fort probable que des extrêmes arrivent au pouvoir. En 2027. Oui, 2027. 2027. Voilà, la prochaine élection présidentielle. La prochaine élection présidentielle. Que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, un des extrêmes va arriver au pouvoir de la France, parce que... on le note quelque part, et puis on va attendre. Deuxième élément, on va aller peut-être vers une cohabitation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'aura plus les coups de France. Et troisièmement, ce qui va être assez compliqué pour Emmanuel Macron, c'est que quand il avait un mandat et il pouvait solliciter un second mandat, il était dans la prospective, il était dans les promesses. Aujourd'hui, ça n'est fini avec lui, c'est son second et dernier mandat, comme on dit en bon français. Il a la possibilité. Donc, il doit être dans l'action aujourd'hui. Il a la possibilité de aujourd'hui, être dans l'action, c'est recoudre, comme disent beaucoup de gens en France, mais c'est mettre l'accent sur les mesures sociales, en fait. Alors moi, c'est là où son talent d'Achille aussi. Je voudrais vous indiquer qu'il a la possibilité de faire un troisième mandat, pas comme en Afrique, mais d'attendre, après l'élection 2027, il ne se présente pas. 2027 plus 5, ça fait 2032, il peut se présenter. Et il aura peut-être 55 ans, je crois. Relativement léger. En tout cas, là-bas, c'est beaucoup plus gentleman que ni non, quelque part en Afrique. Hein. Disons-le comme ça. Et puis, ce que j'ai vraiment aimé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir à 39 ans, ça devrait nous inspirer, nous aussi africains. Ça veut dire que tout à l'heure on parlait de gens, il a fait la montée des gouvernements. Absolument. Ça veut dire qu'ici en Afrique, on devrait aussi davantage responsabiliser les gars quand ils sont jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le temps d'apprentissage, c'est le temps de la jeunesse. C'est parce qu'avec la jeunesse, la fougue que vous avez, les visions, l'audace que vous avez, vous pouvez vous tromper et vous réparer en même temps sans problème. Alors que en moyenne d'âge, ceux qui tiennent les pouvoirs, les grandes orientations, ont un certain âge
Ce qui fait que les disques durs, disons-le comme ça, voilà, ne cadrent plus avec la réalité du monde. Et pourtant, l'Afrique, quand on regarde les pourcentages au niveau de la jeunesse, c'est 70% de jeunes. Absolument. Donc, il faudrait appeler à nos seniors, à nos vétérans, le temps de l'encadrement, le temps du conseil, et laisser aux manettes la jeunesse qui, manifestement, pense le monde tel qu'il est dans sa réalité, parce que la majeure partie d'entre nous, nous sommes forgés au siècle dernier, nous avons la mentalité du siècle dernier, quoi. Donc les conflictualités diffuses que nous avons, c'est la guerre froide, c'est la bipolarisation. Aujourd'hui, on est dans d'autres dynamiques. Moi, je pense que les seniors et les vétérans devraient de plus en plus encadrer, coacher la jeunesse et les donner les manettes pour oser, même oser se tromper. Et je pense que c'est oser se tromper, oser autre chose que réside le devenir et le destin du continent africain. Ok, n'oubliez pas qu'on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Tout à fait. Alors, c'est le dernier parcours de Emmanuel Macron, vous pensez, ou bien vous pensez que bon, là, il va certainement se retrouver dans une cohabitation et se préparer pour l'élection de 2032? Oui, en fait, parfaitement. De toute façon, il a un mandat de 5 ans à faire. Qui va être difficile. Qui va être extrêmement difficile dans un contexte où il y a la crise entre la Russie et l'Ukraine qui n'a pas fini de montrer toutes les difficultés auxquelles l'Europe et le monde vont certainement se confronter. Mais il y a également, surtout par rapport au continent africain, toutes les promesses, tous les engagements que Emmanuel Macron a plus ou moins, en tout cas, avancé. Si on se rappelle, en octobre dernier, en octobre 2021, à Montpellier, lors du sommet où il avait convié la société civile africaine, il avait émis un certain nombre d'engagements. Parmi ces engagements, il y a le fonds de soutien à la démocratie, d'un montant de 30 millions d'euros, environ 20 milliards de francs CFA sur 3 ans, pour un peu aider la société civile africaine un peu à, en tout cas, promouvoir les idéaux démocratiques. Mais il y a également, bon, ça c'est un autre aspect peut-être culturel, la mise en place d'une maison de l'Afrique en France. Bon, mais ça, c'est... La prise en charge d'un certain nombre de projets voilà, et tout ça. Voilà. Mais sinon, en fait, moi, ce que je retiens, ce que je suis en train de voir par rapport, en tout cas, à ce mandat qui vient de commencer, c'est un peu comment les Africains vont se déterminer un peu par rapport à, disons, les ruptures systémiques qu'on avait présentées l'autre jour. Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron a émis un certain nombre d'aspects pour aller un peu dans le sens de renouveler les relations entre la France et l'Afrique, mais on se rend compte que la part d'africanité que la France peut réclamer par rapport à l'Afrique est en train d'être, disons, plus ou moins escamotée, pour ne pas dire réduite à néant, par les velléités un peu de présence plus active, aussi bien des Chinois, des Russes que des Turcs. On a vu récemment la signature d'un contrat d'armement entre la Russie et le Cameroun. Le Cameroun, oui. Qui, ma foi, est assez paradoxal, parce qu'on n'a jamais imaginé le Cameroun de Paul Biya. Donc la Russie de plus en plus présente en Centrafrique, au Mali, maintenant en fait, la Russie a réussi au Cameroun à faire la jonction entre l'océan Indien et l'océan Atlantique, entre l'océan Indien et le golfe de Guinée. On pensait que la Russie allait signer un contrat avec le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, mais cela s'est fait avec le Cameroun. Et comme la Russie est au Soudan... Il y a encore du temps au Soudan, et des opportunités. Au Soudan, avec Port Soudan, où ils sont en train de construire une grande base navale. Ils sont en Centrafrique, vous l'avez rappelé, avec Wagner, qui est en train d'aider un peu à la sécurisation du pays. Ils vont certainement être au Cameroun pour les aider un peu dans la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram. Vous savez déjà qu'il y a donc cette chasse gardée de la France qui est en train d'être disputée par d'autres puissances. Par conséquent, il y a toute cette problématique. Donc, je pense que les pays africains sont actuellement en mesure
de réclamer beaucoup plus de multilatéralisme. On l'a dit. Je rappelle d'ailleurs les propos de Paul Kagame qui disait que de toute façon, on peut être avec des puissances, mais qu'il faut quand même que nous-mêmes puissions assurer notre propre souveraineté. Donc il faut rééquilibrer les relations. Non, c'est une nécessité. C'est même une exigence actuelle. Alors ce qui est curieux, Siré-Si, c'est que pendant le débat, on a très peu parlé de l'Afrique. Très peu parlé de l'Afrique. Donc pendant même la campagne, très peu parlé de l'Afrique. Il faut dire que c'est Marine Le Pen qui a essayé d'en parler et c'est Emmanuel Macron qui l'a vite stoppé, qui lui a dit qu'elle n'en avait même pas le droit. Absolument. En réalité, Emmanuel Macron a été subtil. Maintenant, sur l'Afrique, hein, vous savez, il y a eu un rapport qu'on appelle le rapport Marc, non, de 1994. À un certain moment, du fait du jeu de la mondialisation, les autorités françaises se sont rendues compte que la France perdait du terrain dans le jeu de la compétition globale. Ils ont voulu savoir ce qu'est le pourquoi, surtout avec la montée de ce qu'on appelle les dragons asiatiques. Et le rapport a sorti un élément décisif. Le rapport a sorti que la France n'est la France que par rapport elle est adossée à l'Afrique. Et que coupé du cordon ombilical de l'Afrique, ou que l'Afrique reprenne son destin en main, la France va encore dégringoler dans le Conseil des Nations Unies sur le plan économique. C'est en ce moment-là que la France a décidé de lutter contre sa dépendance par rapport en réfléchissant quoi. C'est en ce moment qu'ils ont fait de l'intelligence territoriale, en fixant Paris et la France comme la capitale mondiale du shopping, du loisir et de la culture. Et pendant tout ce temps-là, grâce au cinéma, la culture, le loisir et le shopping, la France était visible encore sur la carte mondiale. Maintenant, aujourd'hui, la capitale mondiale, tout ce qui est shopping, culture, découverte, loisir, s'est déplacé d'Occident vers l'Orient avec une plateforme nouvelle qu'on appelle Dubaï. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui faisait sa force, qui est les aspects culturels, la gastronomie, etc., la France l'ayant perdu et n'ayant plus les coups de franche en Afrique comme la France l'avait dans le temps, parce que dans l'intervalle, il y a déjà des acteurs. Aujourd'hui, la France est à la croisée des chemins parce que la France, évidemment, n'a pas de retour. C'est pour ça qu'il explique que la France sur le continent africain ne veut pas lâcher prise. Très bien, ne peut pas lâcher prise parce que c'est la seule chose qui lui reste. Et que si cette chose qui lui reste là, du point de vue de la compétition économique, c'est-à-dire la bataille de la géoéconomie, elle a été damée au pion aussi bien par la Chine, par les Turcs, etc. Pour se repositionner, la France s'installe encore dans la bataille de la géopolitique. En réalité, c'est pour ça qu'il y aura des questions de paix et de sécurité. La France sera davantage dans les pays africains, non pas pour la bataille de la géoéconomie, parce que là, comme disent les Wolofs, Dole Yamoun, il y a la bataille de la géopolitique. Ça veut dire que c'est par l'insécurité, qui veut dire que les forces sont inégales. Ce que la Chine peut faire, ce que les Turcs peuvent faire, ce que la France n'a pas les capacités, et d'ailleurs n'en a même pas. Et puis les autres, ils ont la force, d'être nouveaux. Absolument. Donc, ce qui fait que la France, dans ces espaces-là, va être dans des logiques de paix et de sécurité pour pouvoir conserver encore ce qui reste de la bataille économique. Encore aussi, il faudrait dire que souvent on parle de la Russie, mais on oublie que la Russie, à la fin des années 50, la décolonisation, pratiquement la Russie avait une belle présence en Afrique, une présence agréable. La majeure partie de certains pays africains, Congo-Brazza, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, etc., c'était des régimes d'obédience Union soviétique de l'époque. Et mieux aussi, quand les pays africains ont connu le communisme, dont mon père fut un grand communiste, c'est parce que aussi, ce sont les premiers intellectuels africains qui sont allés se former dans les pays de l'Est, qui au retour ont amené toute cette lutte syndicale, cette lutte qui a mené... Il existe encore en Russie cette université. C'est très bien. Il y a même l'université Patrice Lumumba. Donc, voilà. Ils ont ramené de la Russie cette logique de bataille syndicale qui a donné naissance à une bataille politique qui nous a donné les indépendances. Malheureusement, les Français ont su être intelligents pour ne pas leur donner le pouvoir.
en donnant le pouvoir à des gens. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la présence de la Russie, c'est un retour en zone de la Russie dans un espace qu'ils connaissent extrêmement bien. Et la Russie revient maintenant pour les affaires. Très bien. Et cette fois-ci, la Russie ne revient plus pour des considérations idéologiques ou culturelles, mais la Russie revient sur des contextes de business. Et c'est la même chose aussi avec la Chine. Le sommet très bien. Et c'est la même Russie-Afrique. Très bien. Et c'est la même chose aussi avec la Chine. Parce que le premier contact, et je le dis souvent, le premier contact du continent africain avec les peuples extérieurs, c'était la Chine, c'était l'Asie. C'était pas l'Occident. Parce que ce sont les Chinois qui faisaient des expositions depuis le XVIe siècle. Avec l'eunuque Zheng He. Donc, à un certain moment, la Chine commerçait avec l'Afrique. Mais en ce moment, la Chine était le centre du monde. La Chine n'avait pas besoin de dominer les peuples. Il avait juste besoin de faire rayonner sa culture. Et donc, la Chine était dans le commerce. C'est au moment où les Mongols ont commencé à envahir la Chine que la Chine a cessé ses expéditions, que les Occidentaux ont entré. Donc, le fait que la Chine revienne en Afrique, en réalité, la Chine est le précurseur même de la mondialisation et le plus grand vainqueur de la globalisation. Parce qu'ils étaient les premiers à faire de ce qu'on appelle des jonches à l'époque, quand les Occidentaux étaient dans des caravelles, à prendre le large. La révolution maritime fluviale et navale, c'est une révolution chinoise, asiatique. Donc ils ont été les premiers à prendre le large, dans ce sens qu'ils ont été les précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, et c'est bien normal qu'ils deviennent les plus grands vainqueurs aussi. Donc ça va être difficile pour la France. Absolument. De continuer le type de relation qu'elle a toujours eu avec le pays africain. D'autant plus que pratiquement ce qu'on appelait son précaré est à feu actuellement, est à feu. Il n'y a que le Sénégal. Hein, et d'une certaine mesure, la Côte d'Ivoire, encore que, il n'y a que le Sénégal qui lui reste comme havre de paix pour pouvoir rester encore dans ce qu'on appelle le précaré français. Le Mali, tout le monde sait, la Guinée, on n'en parle plus. Même si vous quittez l'Afrique de l'Ouest et vous allez même à l'Afrique de l'Ouest et vous allez à l'Afrique centrale, pratiquement la France a perdu un peu de sa superbe. C'est pour ça que, par exemple, un pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est le seul bastion qui reste à la France. Ce qui fait que la France, aujourd'hui, perd tout, sauf ces deux bastions, qui raison principalement de leur port. Qui sont des bastions importants, quand même. Absolument pour la France, quoi. Ouais. Ok. Alors, donc, les Africains, Karim, qu'est-ce qu'ils doivent souhaiter, ou j'allais dire demander dans le nouveau deal avec ce nouveau et ancien président français qu'est Emmanuel Macron? Quand il avait été élu en 2017, il avait parlé de partenariat entre l'Afrique, les pays africains et la France. Est-ce qu'il est l'heure de mettre en place véritablement ces partenariats? Oui, mais en réalité, même le discours d'Emmanuel Macron a évolué entre 2017 et 2019-2020. On rappelait sa vision qui a été déclinée à Ouagadougou, déjà, qui marquait une rupture des relations entre la France et... Mais dans la pratique? Mais bon, en fait, on est dans une phase où, effectivement, les Français et la France considèrent que l'Afrique, quand même, est en train, non pas de lui tourner le dos, mais de se prendre en charge. Question directe. Le CFA va-t-il connaître une véritable réforme et disparaître, j'allais dire, au profit de l'écho ouest-africain? Oui, certainement, mais pas dans les conditions françaises, justement. Cela fait partie des malentendus, justement, entre Emmanuel Macron et certains de nos chefs d'État. Parce que vous savez que Emmanuel Macron est parti à Abidjan et avec le président Alassane Ouattara annonçait effectivement l'entrée en vigueur de l'écho. Alors que la réforme au niveau de la CEDEAO, il y avait déjà cette discussion autour de l'écho avec le Nigeria et le Ghana également comme tête de pont. Il ne faut pas oublier que ces deux zones, l'UMOA et donc l'autre zone avec les pays anglophones, qui devaient voir comment faire en sorte qu'on puisse aboutir à cet écho-là. Bon, maintenant, on parle de problèmes de convergence, on a parlé un peu des difficultés pour certains pays d'avoir suffisamment, en tout cas, disons le plus net, les possibilités même de pouvoir demain entrer dans cette zone-là avec en fait des arguments assez suffisants. Mais pour aborder ce problème, je pense que les pays africains ont actuellement la possibilité de pouvoir s'émanciper, mais en tenant compte non pas des desiderata de la France, mais des conditions même de faisabilité de ce qu'ils veulent faire, je veux dire.
Parce que vous savez, un pays comme le Nigeria ne peut pas exclure le débat de l'éco. Et on a vu que le Nigeria déjà avait des problèmes avec un peu la gestion de sa monnaie, le Naira. Il y a également un pays comme le Ghana qui, paradoxalement, avec le Nigeria, sont les économies les plus fortes en Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire, peut-être à une mesure le Sénégal. Mais il faudrait voir comment intégrer déjà les deux zones économiques, les deux zones financières, pour ensuite pouvoir, avec la France, définir les conditions de notre sortie de la zone franc. Parce qu'en réalité, le débat se tourne autour de ça. Non pas réaménager le franc français selon les conditions posées par la France avec tout ce qu'on a parlé de taux de parité, enfin, convertibilité qu'avec l'euro. Mais voir avec nos économistes, nos financiers, la faisabilité même de cette entrée en vigueur, en tout cas de l'éco, dans des conditions assez souples pour certains pays comme le Togo, le Bénin et autres, mais faire en sorte que, avec le minimum de possibilités qu'on puisse déjà mettre en place quelque chose qui pourra demain prendre la place de ce franc qui n'est une monnaie commune à nos pays que de nom en réalité, parce que le franc CFA, ma foi, ne règle pas beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a la parité avec l'euro qui nous assure une certaine garantie. Non, on le voit actuellement, mais en réalité, c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué, justement. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur cette question-là. Quand vous parlez de partenariat, la France, quel type de partenariat entre la France et les pays africains? C'est Macron qui l'a annoncé. Et d'ailleurs... Il a dit partenariat gagnant-gagnant. Absolument. En 2017. Et d'ailleurs, la France ne peut pas être dans une logique de partenariat avec les Africains. Et d'ailleurs, avec qui? Parce qu'il est dans les ADN, les Occidentaux de culture judéo-chrétienne, disons-le comme ça. Ils ne sont pas dans des logiques de copartage ou de solidarité. C'est-à-dire qu'ils ont cette culture de l'hégémonie. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas dans des logiques de partenariat. Ils sont dans des positions, soit c'est du paternalisme, ou bien c'est de la domination pure. Mais ils ne peuvent pas faire. Parce que comment doivent réagir les pays africains? Et d'ailleurs, quand vous regardez même toute la trajectoire de leur histoire, partout où ils se sont allés, où ils ont allé, ils n'ont pas été dans des logiques de partenariat, ils ont été dans des logiques d'extermination. Je vous donne un exemple, par exemple. En Inde, en Amérique, les Amérindiens, c'était pratiquement, ils sont en voie d'extermination. Quand vous allez en Australie, vous allez trouver les aborigènes. Quand vous allez au Brésil, vous allez trouver les pygmées. Il y a qu'en Afrique qu'on a tout essayé de nous exterminer, que finalement on n'est pas parvenu à résister. Ça veut dire que dans leur ADN, dans leur mentalité, dans leur caractère, ils ne conçoivent pas une chaise pour deux personnes. Ils conçoivent une chaise toujours pour eux-mêmes. Donc ce qui fait que quand on est dans ce monde dans ce type de rapport qui a préexisté dans le siècle dernier, c'était la toute-puissance de la France. Mais aujourd'hui qu'on est dans un monde ouvert, dans une économie ouverte, la France ne peut pas, même si elle le proclame de partenariat, elle n'a pas les ingrédients pour mettre un contenu à un partenariat win-win. D'ailleurs, comment doivent réagir les pays africains? D'ailleurs, les pays africains doivent savoir que l'ère du paternalisme, disons-le comme ça, est révolue. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il y a en jeu, c'est des intérêts économiques tout court. Et que de faire abstraction du passé, parce que c'est un passé qui est irrémédiablement aussi dépassé, et que essayer de voir la perspective. Aujourd'hui, en Afrique, on doit être amené à telle enseigne qu'on n'agit pas aujourd'hui parce que nous avons tel passé, mais on agit aujourd'hui parce que nous voulons tel devenir. Si on s'inscrit dans ces perspectives-là, nous pouvons savoir que nous pourrons être des acteurs de la mondialisation. Mais si on met toujours notre passé comme devant déterminer la priorité ou bien même la nature de nos actions, nous resterons toujours l'enjeu des autres. Et l'Afrique a toujours été l'enjeu des autres. L'heure est arrivée pour que l'Afrique devienne son propre acteur. Et dans devenir son propre acteur, c'est de comprendre qu'il y a que des intérêts qui sont en jeu et de privilégier en tout temps et en tout lieu ses propres intérêts sur les intérêts des autres. Ok, merci beaucoup Siressi. Nous espérons que les dirigeants africains vont tirer les meilleures leçons
de cette élection qui vient d'avoir lieu en France, surtout que, bon, nous sommes, comme on l'avait dit, dans un monde connecté, globalisé, mondialisé, tout ce qu'on veut, et on ne peut plus accepter, même si on doit être ensemble, on ne peut plus accepter les anciennes formules. En tout cas, le comprendre ainsi, ça nous permettra de passer d'une Afrique mondialisée à une Afrique mondialisatrice. Et c'est cette Afrique-là vers laquelle nous devons aller quand même. Ok, merci beaucoup. Le mot de la fin? Bon, mais merci pour ce débat intéressant. Je pense qu'on a plus ou moins abordé la problématique de l'élection française et ses retombées pour notre continent. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait à nos dirigeants africains faire en sorte que les besoins de l'Afrique, les priorités en fait pour le continent soient mis en avant et faire en sorte que le multilatéralisme à laquelle en fait, tout le monde pousse doit nous amener un peu à diversifier nos relations, faire en sorte que donc la jeunesse africaine, en tout cas toutes les énergies soient mises en avant pour faire en sorte que le continent puisse émerger et sortir en tout cas de cette situation très en tout cas défavorable pour le moment. Merci beaucoup, Abdou Karim Diakhaté. Il faut dire que vous êtes le directeur de publication du magazine Le Pan-Africain et que vous avez aussi votre carte de membre de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine, qui est un peu notre collaboratrice dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup, Siré Si. Vous êtes le président d'un organe qui réfléchit, le Think Tank Africa Worldwide Group, et vous êtes enseignant en géopolitique. Merci. Nous espérons vous avoir donné quelques pistes de réflexion, quelques réponses à certaines de vos interrogations. En tout cas, c'était notre but dans le cadre de Tribune du mardi consacré aujourd'hui à l'élection, à la réélection de Emmanuel Macron à la tête de la République française. Merci encore. Au revoir et à bientôt.